La quatrième et dernière séquence de cette année, de cette premier volet de l'expérience communale, puisque je vous l'avais dit, nous poursuivrons l'année prochaine selon les mêmes formes, mais peut-être plus concentrées sur l'Italie communale, sur la vie civique. Ce sera ça l'objet de la réflexion, et toujours avec le souci de comprendre par expérience, à la fois l'expérience sensible, l'expérience accumulée, l'expérience, disons, qui se tente du point de vue politique. On avait vu la fois dernière, lors de la précédente séance organisée par Pierre Monet avec Florence Hulac, Valentine Gobner et Olivier Richard, comment, à partir d'expériences qui étaient historiquement et historiographiquement situées en Allemagne, pouvaient se repenser les rapports entre communes, communautés et communalité dans les villes allemandes, et comment, d'une certaine manière, réfléchir à partir de l'idéal type weberien pouvait nous permettre de comprendre comment une nouveauté révolutionnaire historiquement située était à penser à la fois dans son effervescence et dans sa réitération. Et au fond, c'était ça, à travers la question du serment, à travers la question aussi du rapport de mémoire et de commémoration de l'événement communal qui avait été à penser. Aujourd'hui, au fond, avec la dernière séance consacrée à l'exercice de la comparaison, penser l'expérience du commun depuis la Commune de Paris, séance qui a été organisée par Quentin de Luermoz, à ma droite, que je remercie beaucoup, non seulement d'avoir organisé cette séance, mais d'avoir participé à la réflexion qui a animé l'ensemble des séances depuis le début, parce que ces travaux sur la Commune de Paris comme événement de très longue durée, en somme, m'accompagnent depuis longtemps. Je les accompagne aussi, je crois, j'espère, et je tente, d'une certaine manière, de répondre à ce à quoi, d'une certaine manière, elle engage, à quoi ce qu'elle provoque en nous. Et avec Adrien Genouden, nous avions commencé par se poser la question qui était une question aussi d'histoire visuelle des lieux du commun. Et au fond, comment à ce moment-là ne pas évoquer évidemment le film de Watkins, La Commune, et d'emblée, ça nous a paru évident qu'en un effet de boucle, on allait au fond y revenir à la toute fin, puisque d'une certaine manière, cette boucle, c'est à la fois les effets de transparence qu'un événement peut susciter, la manière dont le voyant se voit aussi en train de le regarder, et la façon aussi de travailler des historiennes et des historiens qui doivent opacifier cette transparence pour pas se laisser piéger, comme on se laisse piéger effectivement par l'ordre visuel, dès lors que reviennent avec ces mots si lourds de sens, commune, eh bien, tout ce que, justement, les acteurs de la Commune de Paris ont voulu mobiliser de puissance insurrectionnelle et explosive. Et c'est pourquoi, effectivement, ce n'est pas de la Commune de Paris dont nous aurons à parler aujourd'hui, ou seulement d'elle, mais de sa puissance à la fois de séduction et de répulsion, qui fait qu'à partir d'elle, eh bien, on va se trouver à nouveau projeté en arrière et jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est de cela, c'est de cet aller-retour dont il sera question. Donc, Quentin, en te remerciant encore, et sans tarder, je te laisse la parole. Tu vas nous expliquer de quelle forme expérimentale, elle aussi, eh bien, vous vous êtes inspiré pour organiser cette séance. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais te remercier de nous avoir proposé de venir ici aujourd'hui. Tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on discute autour de ces questions-là, ce qui explique aussi le jeu de ping-pong qu'il va y avoir aujourd'hui entre la commune et d'autres expériences communales, qu'elles soient médiévales ou on verra plus contemporaines. Je brise juste la glace d'emblée, donc je m'excuse pour l'aspect un peu tuméfié de mon visage. J'ai essayé d'expliquer à deux individus le sens du bien commun, mais ça n'a pas marché. On fait donc un métier difficile. J'espère qu'aujourd'hui, ça se passera mieux.
mais nous verrons ça à la fin de la séance. Enfin bon, afin de nous mettre dans de bonnes dispositions, on va commencer effectivement peut-être par le film de Peter Watkins, en espérant qu'il démarre. Citoyens, citoyennes, nous sommes en présence des citoyens Avrial et Frankel, bonjour. Donc membres de la commune, qui vont nous expliquer l'origine du décret sur la réquisition des ateliers abandonnés par les bourgeois. Oui, sous le siège, déjà, la Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens avait demandé la réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires, afin d'y fabriquer des fusils. 2 coopératives avaient ainsi été créées dans le 11e arrondissement. Malheureusement, l'expérience a échoué, à cause des capitalistes, des faiseurs d'affaires, de la bancocratie qui avait prêté à un taux de 17%. Heureusement, aujourd'hui, les circonstances nous sont plus favorables. Voilà pour ce court extrait, mais rassurez-vous, nous en entendrons d'autres. C'est une scène, alors drôle, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais en tout cas elle est anachronique, puisqu'on a une caméra de télévision en plein Paris du 19e siècle, et en même temps très juste, car ce sont bien les bons acteurs, et c'est bien ainsi que les choses se passent à ce moment. Tout l'intérêt du film de Peter Watkins, Patrick Boucheron vient de le dire, c'est de montrer d'un côté ce qui s'est passé sous la Commune, et en même temps, par le cinéma, de recréer les conditions de possibilité de la libération de la parole et de la contestation qui s'est déployée à l'occasion de cet événement. Alors, ce faisant, Watkins pose un problème fondamental pour cet événement, mais comme pour toutes les expériences abordées dans cet atelier, qui est celle du temps. Celle du temps de son histoire, du 18 mars au 28 mai 1871, et ce qui semble, en même temps, par de constantes disruptions, faire sa permanente actualité jusqu'à aujourd'hui, comme un lieu d'interrogation de notre présent. Alors, la Commune, tout le monde la connaît, même un peu, elle fait partie de notre mythologie contemporaine, avec son histoire dramatique et riche en rebondissements. On connaît quelques acteurs, le blanquiste Raoul Rigaud, l'homme de l'aide Jules Vallès, l'aimable Eugène Varlin, la courageuse Louise Michel, l'intelligente André Léo. On en connaît également quelques épisodes clés, la chute de la colonne Vendôme, le décret sur la séparation de l'Église et de l'État, ou encore et surtout les terribles incendies de Paris et les massacres de la fameuse Semaine sanglante. Tout ceci, a priori, sont des choses qui ne vous sont pas complètement inconnues. Alors, il est vrai qu'elle pourrait paraître, cette Commune de 1871, un peu loin dans le temps des expériences communales qui ont été présentées ici depuis 4 séances. Pourtant, Patrick Boucheron le disait donc dès sa première séance, puis il l'a répété encore aujourd'hui, elle en fait pleinement partie. D'abord, son nom, Commune, ne le dit-il pas déjà? Pour ceux qui en douteraient, rappelons que dans une fameuse affiche du 19 avril 1871, celle qui s'appelle aussi la République de Paris, oppose son autonomie, je cite, « association volontaire de toutes les initiatives locales, à, je cite encore, la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire ou onéreuse des régimes précédents ». Dans le même texte, elle y affirme vouloir, je cite toujours, « universaliser le pouvoir et la propriété », formule floue mais superbe de définition d'un commun. Mais est-ce bien la même chose que lors des précédentes expériences communales? Toutes, évidemment, sont singulières. Mais une différence réside peut-être dans la question de la modernité, qui a déjà été évoquée ici à plusieurs reprises. Évidemment, il faut éviter de faire le grand récit de son avènement, mais la situation était la même après la Révolution française et la brèche des temps qu'elle ouvre. Ce qui fait, par exemple, que pour la Commune, son projet politique, même flou, je viens de vous le dire, vise moins à un retour à un monde d'avant idéalisé, ressource de paix et de justice, qu'à une transformation de la société visant à l'anéantissement des formes de domination et des inégalités. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, 2 points soulignent l'évidence, voire, à mon avis, la nécessité d'un tel lien. D'une part, la Commune, rappelons-le, entend en même temps et au départ obtenir ce qu'elle appelle les franchises municipales, et elle se place d'elle-même dans la continuité des expériences communales médiévales, ce que le journal officiel de la Commune du 6 avril appelle cette, je cite, tradition vraiment populaire. Donc il y a une conscience quand même de ce lien. Paris et le temps long jouent un rôle particulier ici. Par ailleurs, et disons-le honnêtement, ces expériences communales auraient-elles encore la même saveur sans l'ombre portée de la Commune de 1871 ? La Commune est une recherche particulière des temps d'expérience communale antérieure. Ce faisant, c'est le 2e point, la Commune de 71 prolonge et apporte quelque chose, j'espère en tout cas, au questionnement de cet atelier. Dès le début, la Commune de Paris a posé un problème d'analyse et de compréhension aux contemporains, puis aux chercheurs. Vous le savez, l'historiographie marxiste du mouvement ouvrier, dans toute sa richesse, y a vu un événement nodal, à la fois crépuscule des révolutions du XIXe siècle, aube des révolutions modernes tournées vers 1917. D'autres l'ont inscrit dans l'histoire pluriséculaire des résistances populaires au pouvoir en place et aux dominants de toutes sortes.
Autour de 1968, sous l'impulsion d'Henri Lefebvre notamment, la commune s'est trouvée arrachée à son passé et paraissait surtout intéressante pour sa spontanéité et son souffle libertaire, une vision complètement différente. Puis, dans le cadre de la sociologie historique américaine, la question a voyagé dans des univers académiques et disciplinaires très variés. On s'est demandé si la commune était une révolution de classe ou une révolte urbaine en réaction aux grandes transformations haussmanniennes des années 1860. Pour l'économiste et philosophe Cornelius Castoriadis, qu'on a déjà évoqué ici, la commune, temps d'affirmation de l'autogouvernement ouvrier, illustrerait plutôt, selon lui, la capacité fondamentalement créatrice, germinale, selon ces termes, de l'histoire. Bref, dans ce cadre, mais c'est peut-être ce cadre qu'il faut faire bouger d'ailleurs, la commune a été longtemps au cœur des réflexions sur le devenir historique, l'ordre social, la révolution, la classe, l'État et le possible. C'est un lieu d'interrogation qui dépasse de fait d'emblée ces 72 jours de révolution. Alors cet intérêt s'est effacé depuis une vingtaine d'années. Les historiens ont porté beaucoup de connaissances, je vais y revenir, mais cet intérêt fait son retour depuis quelque temps et l'accompagne une série de reprises d'usages sociaux et politiques de la commune. On l'a trouvé mobilisé récemment comme référence lors des mouvements d'Occupy Wall Street, ou plus récemment encore à Nuit debout. Et plus largement, si vous regardez la base Europress, alors j'utilise là un document qui m'a été aimablement fourni par la journaliste Hélène Frouard, on constate une explosion du mot commune de Paris dans les articles depuis 2008, ce qui m'a moi-même assez surpris, je dois dire, sous des significations différentes des précédentes. Bref, il y a une question avec cet épisode. Autrement dit, avec la commune parisienne de 1171, alors il y a d'autres communes, il y a même des communes coloniales, on pourrait y revenir si vous voulez dans la discussion, mais on va en rester sur la commune de Paris pour l'instant. On a affaire à un événement très étudié, avec de vrais gains de connaissances grâce au travail patient des historiens. On sait beaucoup de choses avec fermeté sur cet événement. Et en même temps, reste un double mystère. Tout d'abord sur le sens de ce qui s'est passé. Comment l'analyser ? Ensuite, sur son interprétation plus générale, que ce soit dans l'histoire des révolutions, de la modernité, voire l'histoire discontinue des expériences communales. Et c'est cet aspect-là, ce double aspect-là, que nous allons essayer de travailler aujourd'hui. Alors, dans ce but, l'objectif ici va être le suivant. D'une part, on va partir de l'expérience de la commune de 71 aux trois sens du terme. Expérience sensible, avec l'altération des sens, le rôle des affects, la modification des cadres spatio-temporels. Expérience des acteurs, avec leur visée et leur capacité d'action. Et enfin, évidemment, expérience au sens d'expérimentation sociale et politique, ce que les communards eux-mêmes appellent la vraie République ou la République concrète. Puis, deuxième temps, pour échapper à la masse des lectures et affirmations apposées sur la commune, et faire ce que le spécialiste du 19e siècle seul ne sait pas faire, par exemple, telle pratique qui a l'air ancienne, est-elle vraiment la même que celle du 15e siècle? Et comment rejoue-t-elle? Moi, tout seul, je ne peux pas répondre, malheureusement. Donc, ensemble, on va tâcher de déplier la commune en procédant à une sorte de jeu, mais un jeu sérieux, qui prend acte de la discontinuité des situations révolutionnaires, qui sont, vous le savez, un temps d'éclatement des temporalités et de recondensation de ces mêmes temporalités. Autrement dit, l'atelier ici va fonctionner par mise en miroir entre cet événement et d'autres révolutions ou d'autres ordres alternatifs, proches ou lointains, avec à chaque fois un même mouvement. Ce que la commune fait à ce terrain, quels problèmes elle lui pose, ce que ce terrain fait à la commune, ce qu'il lui apporte en gros, et puis quelles questions plus générales cela amène-t-il. Autrement dit, il va s'agir ici de mener dans l'esprit de cet atelier une expérience d'historien. Alors évidemment, comme toute expérience, elle peut rater, mais une expérience collective de réflexion. D'où les règles du jeu que nous nous sommes fixées ensemble. Je vais commencer tout d'abord en présentant plusieurs aspects de la Commune de Paris pendant 20 minutes. Puis nous entendrons successivement Claire Jude de la Rivière, maître de conférence en histoire médiévale et de la Renaissance à l'Université Toulouse Jean Jaurès, qui travaille sur le peuple et les gens ordinaires à Venise au XVe-XVIe siècle dans une perspective sociale et politique. Et elle nous parlera de Murano au XVIe siècle à partir des pratiques politiques des artisans et des ouvriers de métier. Ensuite, nous entendrons Guillaume Mazot, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui travaille, lui, sur l'histoire de la Révolution française et sa conscience historique. Lui évoquera la première commune, en tout cas celle qui apparaît comme le modèle affiché de celle de 1171, la commune insurrectionnelle de 1792, sous l'angle des dimensions plutôt spatiales. Et enfin, nous entendrons Riccardo Ciavolella, anthropologue politique, chercheur au CNRS et l'EHESS, qui s'intéresse, lui, donc Guillaume Mazot, Riccardo, Claire, excusez-moi,
qui s'intéresse, lui, à l'existence d'une politique du peuple aujourd'hui dans le cadre d'une réflexion sur ce que plusieurs anthropologues appellent l'alterpolitique dans le monde contemporain. Et il nous parlera plutôt des mouvements politiques alternatifs actuels, notamment dans le monde extra-occidental, à partir du problème gramscien, donc du philosophe Gramsci, qui nous sera présenté rapidement, de la traduisibilité d'une expérience historique à une autre. Comment est-ce qu'on fait finalement ce lien? Comment peut-on faire le lien entre des expériences lointaines et récentes? Chacun d'entre nous interviendra 20 minutes. On va laisser un très court temps pour d'éventuelles demandes de précision entre les interventions, mais sur des questions réellement factuelles, car l'idée, en fait, c'est qu'on puisse se dégager un long temps de discussion ensuite, afin que cette réflexion collective puisse évidemment se faire avec vous. Nous, on a déjà fait le travail entre nous d'une certaine manière. Alors, il ne faudra pas hésiter, que ce soit sur la commune ou depuis la commune, dans la mesure où les invités, qui viennent parfois de loin, ont été quelque peu frustrés par le faible temps de parole que je leur ai honteusement imposé. Alors, ce faisant, on ne résoudra pas aujourd'hui ce que Marx appelait le sphinx de la commune, malheureusement d'une certaine manière. L'objectif par ces mises en relation est plus modeste, mais nous l'espérons utile. Il s'agit tout d'abord de revitaliser ensemble son analyse de la commune. Il s'agit ensuite de retrouver certaines questions très classiques, mais terriblement difficiles, et donc souvent occultées, de l'analyse des révoltes et des révolutions. La question de l'homologie et du singulier, de l'ère de famille et de l'irréductibilité, de la discontinuité et de la longue durée, mais aussi le problème de la possibilité de comparer des événements entre eux, la question de la créativité à l'œuvre dans l'événement, ou celle des portées multiples d'un événement dans des présents ultérieurs. Toutes questions classiques, mais toujours extrêmement difficiles. Il s'agira aussi, évidemment, d'interroger le commun de la commune, on reste bien dans le cadre de l'atelier, et enfin, on essaiera de se demander ce que cette commune dit encore à notre imagination historique et politique, tant pour l'analyse du passé que pour la compréhension du présent. Si on y arrive, vous serez d'accord avec moi, ça fait déjà beaucoup, mais on fera le bilan à la fin. Donc je commence avec la commune, que je vais vous présenter en deux temps. Tout d'abord, un rappel des éléments de base, on parle bien à peu près de la même chose quand même, et puis quelques points allant davantage dans le sens de notre questionnement qui pourront être réutilisés ensuite par les autres orateurs. Donc c'est une histoire, quoi. Contrairement à 1830 et 1848, la commune n'éclate pas, ce n'est pas un événement qui surgit d'un seul coup, mais elle apparaît à l'issue de ce que Jacques Rougerie, qui est le meilleur spécialiste avec Robert Thoms de la période, donc je précise tout de même que Jacques Rougerie et Robert Thoms sont ceux qui ont ramené la commune à l'histoire et ont permis de la rendre à nouveau questionnable. Donc je m'inscris vraiment dans la continuité de leur réflexion. Ce que Jacques Rougerie donc a appelé, je cite, un lent glissement. Elle arrive lentement. Quelques rappels d'histoire politique de la France du XIXe siècle. C'est toujours utile. Alors, à la fin du Second Empire, Paris est la ville la plus républicaine du pays et elle est marquée par un assez fort courant révolutionnaire. Mais la dynamique du glissement dont parle Rougerie est davantage liée à la guerre. En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Elle perd. Et cette guerre se solde par la chute du régime bonapartiste en septembre 1870. Le 4 septembre, la République est proclamée à Paris et dans quelques grandes villes. Et c'est le début d'une transition politique vers ce qu'on appelle la Troisième République, parfois intense. Se met en place un gouvernement de la défense nationale qui essaie de poursuivre la guerre, mais il est confronté au siège de Paris quand ce 19 septembre. C'est-à-dire qu'on a fait une ville qui a déjà connu un long siège avant de découvrir la commune, et elle a poursuivi des échecs militaires. Après plusieurs mois de conflit, l'armistice est signé en janvier 1871 aux grands dents des Parisiens qui ont subi, je viens de le dire, un long siège. Et puis, sous la demande du chancelier allemand Bismarck, des élections sont organisées en février 1871 pour donner à la France une représentation nationale. Ces élections, qui prennent l'allure d'une opposition entre d'un côté poursuite de la guerre et de l'autre côté la paix, assurent au final la victoire des monarchistes, sauf dans les grandes villes restées républicaines. Et à ce moment-là, les tensions entre Paris et l'Assemblée vont croissant, les marques de défiance à l'égard de la capitale se multiplient, la ville est décapitalisée le 10 mars, et finalement, le chef de l'exécutif, Adolphe Thiers, tente de reprendre les canons de la garde nationale parisienne le 18 mars. J'arrive enfin à mon événement. Mais il échoue face à la reconquête, face à l'opposition spontanée de la population locale, qui débouche sur le mouvement révolutionnaire qu'on a appelé un mouvement de reconquête de la ville par elle-même. Pourquoi ? Parce que ce sont les populations qui avaient été mises à l'écart du centre par les travaux haussmanniens qui vont récupérer l'hôtel de ville. Donc d'emblée, si vous voulez, on voit que la dimension urbaine de la commune est décisive. Et là, on est dans la continuité directe de ce qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans cet atelier.
Au 18 mars, mouvement spontané, les vainqueurs ne savent pas quoi faire. Le comité central de la garde nationale, l'hôtel de ville, hésite. Finalement, devant le refus de Versailles d'accorder certaines des revendications minimales, les fameuses franchises municipales, là encore, on est dans ces échos, et notamment le droit que pourrait avoir Paris d'élire son maire, puisqu'elle ne l'a pas, les élections sont organisées et la commune est officiellement proclamée en grande pompe le 28 mars. La commune est donc, assez paradoxalement, un gouvernement révolutionnaire issu d'un mouvement populaire, mais aussi d'une élection, ce qui témoigne du souci initial de légitimité de la part des insurgés. Ce n'est pas tout à fait la même insurrection que les autres. Après le 28 mars, la dimension révolutionnaire s'affirme et on a un groupe de 79 élus qui siègent à l'hôtel de ville. Il y a une petite incertitude sur commune, parfois on entend les élus de l'hôtel de ville, parfois l'expérience politique appelée commune. De ce groupe-là, on connaît à peu près tout. C'est là que vous trouverez les Rigaud, les Vallès, les Jourde, les Avrial, les Varlin. On sait leur parcours et leur origine sociale, avec son fort contingent d'ouvriers qualifiés, 41% du total. Autrement dit, la commune est bien aussi, plus que les précédentes, une révolution de travailleurs. Même si ce n'est pas une révolution uniquement ouvrière, elle se dit plutôt celle du peuple de Paris. Significativement, le drapeau rouge remplace le drapeau bleu-blanc-rouge. Différentes tendances politiques sont représentées. Vous aurez des membres de l'Internationale, des blanquistes, des proudhoniens, des jacobins, des francs-maçons, des républicains radicaux. Si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter ensuite. Surtout, leurs positions ne sont pas figées, puisque les dissensions sont très fortes, mais la plupart se retrouvent à minima dans une référence commune qui s'appelle la République démocratique et sociale, qui s'était affirmée en 1848. Selon cette République démocratique et sociale, donc là on s'approche du projet politique, il n'est pas possible de changer la forme politique, la République, sans modifier l'organisation sociale et économique. Et cette transformation passe notamment par la forme de l'association, c'est le maître mot sous la commune, association de producteurs et de consommateurs, qui doivent instaurer un échange juste, sans spéculateurs. C'est ça le projet de République démocratique et sociale, la République concrète. Alors quelle est la forme politique de la commune? Municipalité ou gouvernement? En fait, elle ne tranche pas vraiment. Il faut bien voir qu'elle n'a pas eu le temps, en 72 jours, de décider si elle était une municipalité ou un gouvernement. Elle s'appelle la République de Paris et elle entend ne s'occuper que de ce qui la regarde. Par exemple, elle ne produit pas de loi, mais que des arrêtés. Donc il n'y a pas d'activité législative sous la commune. En même temps, elle entend servir de modèle pour les autres communes, essentiellement les villes de France, afin de développer un État plus juste par le bas. Toutes les communes sont censées se fédérer entre elles. Enfin, notamment parce que de nombreux volontaires internationaux sont venus combattre pour elle, beaucoup en fait étaient déjà sur place, elle s'inscrit en même temps dans le cadre d'un projet de république universelle, tout en étant à l'issue de la guerre de 70 très patriote. Donc vous voyez, on a comme ça toute une série de tensions et de contradictions qui sont extrêmement nombreuses. Il faut le prendre dans cet ensemble de contradictions. Cela n'empêche pas la commune de prendre des mesures célèbres. Alors, il y a celles qui répondent à l'urgence, comme la remise des loyers échus d'octobre à avril le 29 mars. Mais il y a aussi les plus ambitieuses, la séparation de l'Église et de l'État, je l'ai dit, le 2 avril, l'école rendue laïque, gratuite et obligatoire, l'interdiction des retenues sur salaire dans les ateliers et administrations, le 27 avril, l'attribution de pensions aux veuves légitimes ou non, ce qui revenait à reconnaître l'union libre, ce qui est extrêmement important dans le contexte de l'époque, etc., etc. En réalité, bien des mesures prises sont restées à l'état de projet. Encore une fois, la commune a manqué de temps. Mais cela n'en fait pas moins déjà une expérience politique, une expérience communale extrêmement particulière. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans les rues, dans les quartiers? C'est une dimension absolument essentielle pour une expérience qui entend restituer l'intégralité de son pouvoir aux citoyens. Tous les citoyens de Paris sont censés avoir une égale part du pouvoir politique. Donc il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de la commune, c'est-à-dire des élus. Et cela invite à souligner plusieurs éléments. Alors évidemment, je ne peux pas tous les évoquer, je les ai sélectionnés. Première chose, la ville doit s'organiser elle-même. Je vous l'ai dit, le fonctionnement quotidien de la capitale du XIXe siècle est altéré dès septembre. Et le 18 mars, Adolphe Thiers, lorsqu'il part à Versailles, il emmène avec lui toute l'administration, tous les fonctionnaires, etc., municipaux ou étatiques. Donc il faut se débrouiller. Vous avez des cordonniers, des journaliers qui vont devenir facteurs au commissariat de police, tandis que des commis restés sur place vont obtenir des grades. Et chaque arrondissement ou quartier prend une configuration spécifique. Dans tel arrondissement, c'est la garde nationale qui va organiser les choses. Dans tel autre, c'est plutôt la municipalité. Mais d'autres pratiques sont différentes. Et certaines s'inscrivent clairement dans un projet révolutionnaire. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne un peu la diversité de ce qui se joue à ce moment-là.
la gestion communarde de l'hôpital Sainte-Eugénie, dans le 12e arrondissement, qui a été immédiatement rebaptisé Hôpital des Enfants du Peuple, par le docteur Rieder. Que fait ce docteur, qui est un ancien médecin des pauvres? Dès son arrivée, il met à la porte l'économe de la maison et le remplace par un serrurier. Il congédie l'aumônier, fait enlever les meubles de la chapelle, qu'il entend transformer en club, couvre les statues des saints. Voilà pour les mesures qu'on dira républicaines. Sur un plan plus économique, il recrute une dizaine de nouveaux employés, commence à faire remplacer les anciennes sœurs par des citoyennes, diminue la journée de travail de 2 heures, augmente les salaires et fait diminuer le sien. Alors évidemment, il doit aussi s'adapter, puisque les enfants réclament très rapidement les sœurs auxquelles ils étaient habitués, et il accepte de les faire revenir. On n'a jamais d'application absolue. Et c'est là un bon exemple d'une gestion communarde d'établissement, un projet politique très clair dans cette gestion-là. Alors ces pratiques de transformation sociale sont beaucoup plus nombreuses. On va avoir mis en place le vote au sein des administrations des ateliers. Vont être perquisitionnées les demeures des plus riches. On va avoir un début d'organisation du travail. Et puis la traque policière des ennemis de la commune va être menée avec une certaine insistance. Et parallèlement, émergent d'autres pratiques également intéressantes, d'autres registres normatifs, d'autres formes de droit. Elles sont inspirées notamment de ce qu'on appelle le bon droit, très présent parmi les mondes ouvriers de la fin du Second Empire. Bon droit, bien analysé par Alain Cotreau, fondé sur la négociation et la quête de conciliation au nom de valeurs morales. Je vous donne un exemple. Le commissaire Lubert, ancien ouvrier tapissier dans le quartier des Épinettes, dans le 17e arrondissement, parce que la tonalité de ces rapports est très caractéristique de cette façon de faire le droit. Donc je vous lis. En vertu d'une décision prise par moi, commissaire de police judiciaire, et vu qu'une transaction, et en intervenant immédiatement au nom de l'humanité, qui est de mon devoir de magistrat de ne pas méconnaître, j'ordonne que les époux Mamier acquitteront la pension de leur mère jusqu'à ce que la commune ait rempli le devoir fraternel qu'elle aura à accomplir. Et je dis que l'arrêté sera respecté envers et contre tous et que la force restera à la loi. Voilà. Tous les domaines y passent, des divorces aux affaires d'argent. Et le cas de Lubert n'est pas le seul. Ce rapport au droit, cette bonne justice, c'est-à-dire qu'on fait référence à un absolu, l'humanité, on essaie de trouver des arrangements, est très présent sous la commune. On voit comment surgissent d'autres référentes agissantes du droit à ce moment et comment se met en place une modification, certes non absolue, mais très importante, des rapports sociaux ordinaires. Il faut aussi aller chercher la commune dans les relations quotidiennes. S'ajoute à cela, en même temps, deuxième autre élément qu'on voit un petit peu dans les rues, la présence du temps révolutionnaire. Paris, sous la commune, retrouve les promesses non tenues des révolutions précédentes, 1789, 92, 93, 1830, 1848. Cette référence est omniprésente. Vous la trouvez dans les discours, mais aussi de manière très concrète dans les institutions, comme la garde nationale, qui avait déjà été mise en place sous la première révolution. On la trouve aussi dans les dénominations comme citoyens et citoyennes, ou, je l'ai dit, dans la République démocratique et sociale. On la voit plus nettement encore dans la résurgence du calendrier révolutionnaire, donc celui de la première révolution, remis à jour après le 1er mai par le Comité de salut public, mais utilisé plutôt par certains journaux protagonistes qui, eux, vivent littéralement dans le temps révolutionnaire. Elle se traduit enfin dans des actes, et l'exemple le plus célèbre est la savante destruction de la colonne Vendôme par la commune le 16 mai 1871. Je dis savante parce qu'on avait même mis du scotch aux fenêtres pour éviter que les fenêtres cassent. Donc tout avait été très bien pensé, on est très loin d'un acte d'iconoclasme spontané. Le décret qui l'organise est très connu, mais donc, du coup, je vous en ai un autre document que je trouve plus intéressant encore. C'est le document signé entre la commune et l'ingénieur Tribe qui a organisé cette destruction. Alors, l'ingénieur dit ceci. Attendu que Napoléon a perverti la Révolution, tandis que la République allait manifestement après les 5 siècles de préparation antérieure. Donc, on y est, cher Patrick, on est bien dans notre bonne temporalité. Instituer un régime social où la théologie fut remplacée par la science et l'activité militaire par le travail et la paix. Considérant que cette déviation brutale qui violait les lois naturelles du développement humain, etc., etc., vous avez des pages et des pages comme ça. On est bien là, clairement, dans le renouage des futurs non-advenus, ces promesses qui auraient dû advenir et qui ne peuvent le faire que maintenant, dans le présent de 1871. Alors, cette présence des révolutions intervient jusque dans les détails. Dans une lettre de candidature, la personne chargée de la sélectionner les institutrices dans le 12e arrondissement note « recommander de ne plus utiliser ces formules serviles des mœurs monarchiques ». Il avait dit « je suis monsieur votre dévoué serviteur », etc. Ce temps révolutionnaire, qui, on vient de le voir, peut plonger plus loin encore, associé à son combat les communes médiévales, ou encore la lutte éternelle des opprimés de toujours, est essentiel. Il modifie les cas de l'existence, transforme les êtres, non pas tant les militants anciens, que ceux qui, indifférents au départ, vont prendre fait et cause pour la commune. Je cite encore, « Je sais maintenant que cette aventure est désespérée,
et que tôt ou tard, la commune sera écrasée, écrit le garçon maçon Martial Sonis, mi-avril, qui accepte finalement d'aller au combat, alors qu'au début, il se demande un peu ce qu'il fait à Paris. Là encore, cette irruption ne va pas de soi, hein, elle fait l'objet de conflits, de résistance passive, vous restez chez vous, bougez pas, ou active. Mais pour ceux qui sont du côté de la commune ou qui travaillent à son avènement, ce temps, passé des révolutions, ouvre sur de nouvelles possibilités d'avenir. Je cite encore, « Le bonheur du pays, l'avenir du monde entier sont dans vos mains. C'est la bénédiction, la malédiction des générations futures qui vous attend. » Affiche du comité central en avril. Je cite encore, « Les idées justes viendront prendre place. Ils ne soupçonneront plus leurs voisins, ils deviendront républicains. » Parole retranscrite dans un procès-verbal du club Saint-Ambroise. Je cite encore, « Nous voulons affranchir le prolétariat, que chacun vive de son travail, plus de paresseux, plus de parasites, plus d'exploiteurs, plus d'exploités, vivre en travaillant ou mourir en combattant. » Avis de la délégation communale du 1er arrondissement du 13 avril. La commune est donc aussi un temps d'émancipation, le mot est dit, d'affranchissement. Alors ce n'est pas la seule attente. Encore une fois, d'autres veulent simplement l'autonomie communale sans qu'on précise toujours ce que cela signifie. Dans cet éclatement d'espoir, de conflits, de tensions, quel est le commun de la commune? Le commun à minima, ça serait ceci, une unité de lieu et d'histoire. L'identité parisienne est extrêmement forte. La mise à mal de ce qu'on peut appeler les partages du sensible, c'est-à-dire la remise en cause des séparations entre des domaines économiques, politiques et sociaux, remise en cause de la distance entre le mandataire et le peuple, ou encore, bien que ce soit moins développé, remise en cause des inégalités de statut entre hommes et femmes. Troisième élément, la participation directe, de mille façons, je viens de vous l'évoquer, parfois contradictoires entre elles, à cette forme collective en devenir qui s'appelle commune, dans laquelle peuvent s'investir, on le voit, bien des attentes et des perceptions. Tous vont ensemble. Et c'est là que se trouve la discontinuité de l'expérience communale que Patrick Boucheron nous invitait à chercher dans cet atelier, entre résurgence, traversée de l'événement et transformation. Donc ça n'est pas rien non plus. Alors malheureusement, je ne peux pas être plus précis, car comme vous savez, la dernière caractéristique de l'événement, c'est sa fin brutale. Dès avril, les défaites se multiplient, puis à partir du 21 mai commence la fameuse semaine sanglante. Alors plusieurs éléments sont à noter. Côté communard, le massacre des otages, 50 à 100 otages, et les fameux incendies des grands bâtiments parisiens, hôtels de ville, Tuileries. Et côté versaillais, le massacre des communards par une armée bien entraînée, soit au fur et à mesure de la prise des barricades, vous avez du noir sur les mains, vous êtes fusillé, soit après un jugement expéditif devant un tribunal militaire. Un grand débat a opposé les historiens, enfin grand, pour ceux qui s'intéressent au sujet, on va dire, sur le nombre de morts, la fourchette maximum étant à 40 000, la minimale revue très récemment par Robert Thoms à 6 500. Dans tous les cas, ça reste le plus grand massacre de civils européens du XIXe siècle. Je passe sur les enjeux de ce débat, on pourrait y revenir si vous voulez, pour insister sur autre chose, le juste après. La commune est en effet unanimement saluée dans la presse, d'ailleurs saluée, c'est pas le meilleur terme, dans la presse conservatrice, mais aussi dans la presse généraliste et une part de la républicaine, en France comme dans le monde entier, comme un terrible moment de barbarie et de sauvagerie. Je cite le Times du 25 mai, « Les destructions des Tuileries, du Louvre et de l'Hôtel de Ville vont peut-être rester dans l'histoire comme les actes de vandalisme les plus démoniaques jamais perpétrés. » Dans toute la presse française, allemande, italienne, américaine, tout ce que vous voulez, on a ce ton-là quand même. Et en même temps, très tôt, la commune devient à son tour une référence pour de très nombreux courants de contestation politique et sociale. Alors, il faut insister sur la diversité de ces appropriations, parce que comme la fin est inachevée, vous pouvez y trouver à peu près ce que vous voulez. Certains vont la mobiliser dans le cadre de la cause démocratique, d'autres pour défendre le fédéralisme contre la centralisation des États. On aura ça, par exemple, dans le sud des États-Unis, ce qui est assez étonnant. D'autres, enfin, en font le martyr moderne de la classe ouvrière ou des opprimés. Et les lectures que j'évoquais en introduction arrivent très vite. Les marxistes, alors dans une version un peu différente de la guerre civile en France de Marx, en font un élément clé de la lutte des classes. Les anarchistes, notamment en Espagne, y voient la preuve que la révolution peut être spontanée. En Italie, elle prend corps avec le développement de l'Association internationale des travailleurs et de l'anarchisme. Et ici, la commune permet à la fois de mobiliser la mémoire de la cité-État italienne et en même temps l'idée de la cellule de base de la future société anarchiste. Le phénomène n'est pas uniquement européen. La commune est d'emblée globale et s'articule à d'autres luttes et généalogies locales. Au Mexique, en 1877, peu après la Grande Grève des États-Unis, le sculpteur libertaire Rodo Canati écrit dans le journal El Combate, donc je traduis et je cite, « Nous pensons que, suivant l'infaillible loi de l'analogie, la commune a été éteinte à Paris seulement en apparence et qu'après avoir germé à travers l'Europe et transmigré aux États-Unis d'Amérique, elle ne manquera pas de nous visiter avant peu, comme un oiseau migrateur flottant au-dessus des villages, corrompu pour les purifier et dévorer les tyrans qui les infestent. » La commune, vous le voyez, devient à son tour une référence qui fait irruption de façon
discontinue pour prendre racine localement, que ce soit pour d'autres expériences communales ou pas. Par exemple, au Mexique, à partir des 1970, la commune va faire sens avec le communalisme indigène. On a comme ça des espèces de croisements qui se mettent en place assez curieux. Après 1880, la commune sera plus spécifiquement l'objet de reconquêtes mémorielles, plus articulées autour des redéfinitions marxistes de la lutte des classes, sur lesquelles je passe, elles ont été bien analysées par Éric Fournier. L'essentiel pour moi, c'est de montrer que juste après sa chute, la commune devient un des passés dans lequel les autres mouvements sociaux de l'époque, en Europe ou pas, vont faire le fameux saut du tigre dans le passé, pour parler comme Benjamin. Et deuxième élément, elle n'est pas réductible à une seule lecture après coup. C'est un des grands intérêts de l'approche connectée, d'empêcher les relectures un peu trop univoques. Au contraire, elle se diffracte de mille manières. Et au milieu de tout cela, se construit une nouvelle catégorie, qui est la catégorie de commune, forme nouvelle de l'entendement historique et politique, puisqu'après, le mot va rester jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà où on en est. Évidemment, il manque bien des éléments. Je n'ai pas insisté sur la guerre, je n'ai pas assez insisté sur les femmes. On pourrait y revenir dans la discussion. Mais je préfère pour l'instant rester à cet état ouvert de la commune parce qu'au fond, c'est ainsi qu'il se présente. On a donc affaire à une vraie révolution, imprégnée des principes de la République démocratique et sociale des années 1840-1870, mais sans qu'elle ait débouché sur une institution, une structure pérenne, et débordant, en amont comme en aval, cette seule référence. Autrement dit, qu'en dire? Qu'est-ce qui est réellement en jeu? Ça va être l'enjeu des discussions à venir. Je laisse la parole à Claire Jude, non sans avoir à nouveau entendu un petit extrait que je vais essayer de... Sinon, on le met au hasard, ça sera peut-être plus simple. Commencer au hasard, finalement. Parce que j'ai pas le... On a vu. On est revenu au début. Ils vont peut-être fermer l'école pour la... Coopérative, c'est une association libre d'ouvrières, c'est aussi comme ça qu'on l'intitule, donc que ça puisse donner lieu, ça doit être le socle à partir duquel peut être construite d'autres choses, d'autres possibilités, d'ouvrir sur d'autres occasions. Dans la ville que de travailler, quand il y a des espaces de liberté. Est-ce que c'est pas alors où la commune, c'est aussi, c'est pas la commune des femmes ou des hommes, c'est une refonte d'une nouvelle société qui serait plus proche des aspirations de peuple, de travailleurs, tout ça. Est-ce que c'est pas, alors que le travail des femmes, il a pas... Je te rends un peu brutalement, mais c'est pour te laisser la parole.